Lundi le 1er avril, poisson d'avril. Est-ce que vous aimez le poisson d'avril? Moi, ça m'énerve ce genre de journée-là. Mais bon, hein? On va se faire pogner. Je vais jamais aimer ça. Hein? Mais bon, hein? Il n'y aura pas de poisson d'avril. Je suis ici, je suis en direct de l'hôtel Monsieur Jean. C'est tellement beau ici. C'est tellement le fun. Je vais vous parler de la population du Canada. Je vais vous parler de Bécancour. On va retourner dans le temps à Bécancour. Est-ce que ce serait le temps de faire un remaniement? On va parler de ça. Le prix du chocolat et ceux qui en profitent. Ah ben oui, on va parler de ça. Quoi d'autre? L'entrée de gamme des maisons, les ventes des œufs. Si vous voulez vous lancer en agriculture, lancez-vous des œufs. Jennifer et Sandra Bullock ont été vus ensemble. On va parler de ça. On va parler de tout ça. J'ai pas de musique. J'ai pas d'effets spéciaux parce que vous avez vu que j'ai pas mon ordinateur. Hein? Mais c'est pas grave. Regardez comment c'est beau. Regardez. Si on va se mettre comme ça, c'est encore plus beau. C'est encore mieux comme ça. Hein? Bien, écoutez, la population du Canada, ça a l'air de rien, là, mais on venait juste de frapper le 40 millions et on vient de monter à 41 millions. Ça n'a pas de bon sens. 41 millions en 9 mois seulement. 1 million de plus. Combien qu'il y en a au Québec? 300 000 de plus au Québec. Tu sais, après ça, on se demande pourquoi que les métros, les Loblaws, IGA, Provigo, ils font des revenus records. Bien, c'est bien évidemment, ces gens-là doivent se nourrir. Imaginez-vous, 1 million de personnes qui doivent se nourrir. C'est 3,5 milliards en bouffe par année qui vont dépenser. Donc, c'est certain que si on regarde les profits des grandes chaînes, bien, ils vont augmenter parce que quand même, ils ne font pas beaucoup de marge, mais ils vont augmenter. Et il ne faut pas oublier que les profits des grandes marges, des grandes sociétés, c'est aussi hein, dans autre que la bouffe, tout simplement. Donc, mais c'est ça, 1 300 000 de plus. Il n'y a pas plus de maisons. À Montréal, on l'a rappelé, hein, il y a seulement 14 000 nouvelles constructions. Comment voulez-vous qu'on arrive quand on a 300 000 personnes qui débarquent? La plupart viennent à Montréal, au Québec. Il y a 14 000 nouvelles constructions. Comment vous voulez vous attendre à que le prix des logements n'augmente pas, le prix des condos n'augmente pas, même les maisons commencent à augmenter de plus en plus, on va en parler un petit peu tantôt, mais quand même, hein, ça a tout un impact. Mais l'affaire, c'est qu'on en a besoin en plus. Si on n'a pas les immigrants, on n'arrivera pas, tout simplement, parce qu'on n'a pas de croissance démographique au Québec, on manque de main-d'œuvre en plus. Imaginez-vous, on accueille tous ces gens-là, puis on manque encore de main-d'œuvre, c'est quelque chose, là. Hein? Ah! Hey, en parlant de ça, on en a besoin. Le Canada vient d'être classé parmi les pires pays de l'OCDE. L'OCDE, ça veut dire quoi, ça, l'OCDE? Ah, Lynn, un peu, on va... À toutes les fois, je vous le dis, je l'oublie moi-même, là. Je sais c'est quoi, là? OCDE, définition. Organisation de coopération et de développement économique. On est parmi les pires pays au point de vue productivité. Au Canada, on se classe parmi les pires, là, attendez un peu, 23 de moins générés que la moyenne des pays les plus développés économiquement. Donc, ça veut dire qu'un employé qui travaille, mettons, ici, va rapporter, là, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais on produit 23 de moins. Donc, admettons qu'il rapporte 40 de l'heure. Bien, aux États-Unis, il en rapporterait 63 de l'heure versus 40 ici. Donc, notre productivité est la plus faible. Maintenant, pourquoi? Manque de R&D. On manque de recherche et développement. C'est la première chose. On n'investit pas pour développer des nouveaux procédés. Et je ne comprends pas les entreprises qui ne font pas ça. Parce que c'est mon obsession à moi, à tous les jours. Tous les jours, je regarde comment je peux faire mieux. Sans blague, il n'y a pas une journée que je n'essaie pas d'optimiser ma façon de vous communiquer, bien entendu, ma façon de développer des produits. Quand j'arrive la fin de semaine ou même la semaine à l'usine, je regarde comment les gens travaillent. Je suis une petite entreprise et j'essaie d'améliorer mes processus constamment. Constamment, c'est une obsession. Comment les grandes entreprises ne le font pas? Bien, il y a quelques pistes. Puis vous allez me dire que je radote encore. Syndicalisation. On est un des peuples les plus syndiqués. On dit non à tout. Hein? On refuse la modernisation à toutes les fois. Regardez, on arrive avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut faire attention, il faut l'encadrer. On a peur. Au lieu de dire, hey, il y a une nouvelle technologie, on va sauter dessus. Non. Hein? Au lieu d'optimiser les fonctions publiques canadiennes et du Québec, qu'est-ce qu'ils font? Ils embauchent des gens. Donc, on n'est pas productif. On traîne la patte. Mais un pays qui n'est pas productif n'est pas concurrentiel. Donc, on se tire dans le pied en ce moment
sérieusement, et c'est un gros danger. En ce moment, le Canada s'endette plus que la moyenne des pays. On est de moins en moins productif. Il faut rester positif là-dedans et dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va changer de gouvernement, et pour la CAQ, et euh, au fédéral. Donc, là, on ne va pas les aimer, là, ces gens-là. Bien, le PQ, on va l'aimer, c'est un parti de gauche. Hein? Fait qu'il va faire ce qui s'attend des gens, sauf qu'il va continuer à endetter la province. Mais Poilievre va arriver avec une autre approche au fédéral. Et cette approche-là va être justement de régler ces problèmes-là. Trudeau ne les règle pas. On est en pleine décroissance. On était 5e en 1981. On est rendu 12e au Canada et 16e au Québec. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe qu'on fasse absolument, mais absolument rien pour améliorer ça. Ça ne devrait même pas être possible de... Oh my God, je cherche un crayon pendant que je vous parle. OK, j'en ai un. Ça ne devrait même pas être acceptable qu'un pays comme le Canada, qui se veut, qu'on se vante d'être souvent parmi les meilleurs. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein? Le meilleur pays. Puis d'ailleurs, dans mon livre, L'entrepreneuriat, c'est difficile, j'ai fait un chapitre là-dessus. On ne peut pas dire qu'on est le meilleur. Être le meilleur, c'est subjectif. Hein? Ça ne se quantifie pas. Donc, si on est le meilleur, il faut dire pourquoi on est meilleur, dans quoi qu'on est meilleur, dans quoi qu'on l'est. Mais regardez juste la ville de Montréal. Si vous avez un petit 10 minutes là, à investir, si je dis bien investir, pas dépenser, allez écouter Valérie Plante avec Paul Arcand, l'entrevue qu'elle a donnée la semaine passée. Vous allez tout comprendre pourquoi ça ne va pas bien. Hein? C'est des excuses, c'est pas de sa faute, et c'est la faute des autres constamment. On ne peut pas avancer comme ça. Donc, c'est triste de faire le constat, mais à un moment donné, quand on a le constat, il va falloir accepter que les syndicats, qu'on arrête de les écouter, qu'on se donne un coup de pied dans le derrière, puis qu'on investisse dans la R&D. La R&D, c'est pas tout le temps juste les grandes entreprises. Ça part de tout le monde. Hein? Voilà. Voilà. On continue au Québec. Hey, j'ai un fan club, vous ne le savez pas, là, mais aujourd'hui, j'ai un fan club. Il y a une madame qui lit des livres qui est là. C'est Marilyn. C'est Marilyn, elle lit des livres en ce moment. Hey, on est venu à Québec en fin de semaine. Je suis à l'hôtel Jean en ce moment, Monsieur Jean. Et première fois de ma vie. Toutes les fois que je viens à Québec, ben, je ris un peu. Je ris pas parce que je vis pas ici, bien entendu, puis je vis pas à Lévis. Là. Québec a besoin d'un autre lien. Est-ce que c'est un troisième ou remplacer un pont? Mais entre Lévis et Québec, directement, ils ont besoin d'un moyen de communication. Hein? Mais c'est la première fois de ma vie que je suis jamais. Ça a pris une demi-heure à traverser le pont Pierre-Laporte. Fait que tout d'un coup, hein, je fais une blague, là, mais je suis rendu un défenseur du troisième lien. Vous avez un nouveau supporter. Je ne vis pas ici. Hein? Au point de vue coût, je peux dire que ça n'a pas de bon sens, un troisième lien. Au point de vue ce qu'on doit dépenser. Au point de vue déplacement des gens entre Lévis et Québec, bien, peut-être que ça en prend un, mais il faut le regarder d'un autre angle. Est-ce que c'est normal que tous les gens qui partent de Lévis s'amènent travailler au centre-ville de Québec? Il faut peut-être revoir l'organisation du travail aussi. C'est sûr que le vieux pont de Québec est rouillé. Mais ça veut-tu dire qu'il est rouillé, qu'il est en train de pourrir? Bien, il y a une autre différence. Hein? Donc, voilà. Dans les journaux, quand même, en fin de semaine, c'était tranquille, mais on commence à parler d'un remaniement. La CAQ, si on s'en va en élection, lorsqu'on va aller en élection, en date d'aujourd'hui, vont faire élire que 11 députés. Donc, qu'est-ce que François Legault doit faire? Rester avec le statu quo comme ça, des députés et des ministres qui sont en place, ou donner un coup de barre pour dire aux gens, regardez, on va revirer ça de bord? Bien, c'est bien évident qu'il doit essayer quelque chose. Je ne peux pas croire que dans les 2 prochaines années, il ne va rien faire. Mais à ce moment-là, il fait quand le remaniement? Il touche à qui? Il ne touchera pas ni à Fitzgibbon, ni à Dubé, ni à Girard. Est-ce que Bernard sauterait? Ça serait un aveu contre l'éducation. Il est un peu mal pris parce qu'en bas de ces grosses vedettes, il n'y a absolument rien. Là. Il n'y a pas grand-chose. Là. Regardez mon ancien collègue Louis Lemieux. Il est dans la CAQ, on a entendu parler. Avez-vous entendu parler de Louis Lemieux? Je dis mon ancien collègue parce que j'ai travaillé avec lui à la radio de Radio 9 à un moment donné. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. C'est un député d'arrière-ban. Il n'y a pas grand-chose à part les vedettes qu'on a là. Il n'y en a pas d'autres. Donc, il est un peu mal pris. Donc, on pense que la CAQ est un bon parti. Bien, on ne le pense plus. Hein? On veut les mettre dehors. Mais ils n'ont rien à nous mettre sous la dent, tout simplement. Absolument, absolument rien. Donc, il faut faire quand? À la rentrée. Ils ne feront pas ça cet été. Moi, je pense qu'on va vivre avec les ministres qui sont là. À la rentrée, il y en a une couple qui vont sauter. Et en espérant que ça va donner un coup de barre, mais il n'y a pas grand espoir en ce moment, même si c'est très, très loin.
Et j'ai hâte de voir maintenant au PQ qui va commencer à se positionner, parce que ça va en prendre à un moment donné. Là. Voilà. Hein? Quel bizarre dadon, hein? Comme dirait Guillaume le Métis-Vierge, hein? C'est le mot en haine sur le boulot, c'est un hasard. Je ne l'avais pas vu. L'usine de Matane qui passe au feu une semaine après qu'elle ait annoncé qu'elle va fermer. J'ai pas de musique de fond pour dire tout au début de criquet, là. Mais sincèrement, il y a quelqu'un qui pense que c'est un addon bizarre, hein? C'est sûr qu'il va y avoir une enquête, là. Aucun journal, aucun poste de télévision ose en parler en plus. C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait être criminel? Ça n'a pas de bon sens que une semaine après la fermeture, ça passe au feu. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est un addon? J'espère que c'est un addon. Mais ça n'a aucun bon sens que ça arrive comme ça, là, tu sais. Ah ben, coudonc, hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Et je ne peux pas vous montrer le journal parce que, bon, je n'ai pas de facilité de le faire, mais le 1er avril 1965, on parlait d'amener des usines à Bécancour. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est en 2024. Et qu'est-ce qu'on parle? Depuis toujours, j'entends parler de Bécancour. À écouter, à voir les journaux, 1965, là, ça fait 58 ans, 59 ans. Donc, on parlait d'amener une usine, une méga usine d'acier à Bécancour. Aujourd'hui, on parle d'amener toutes les usines de batteries dans le coin de Bécancour. Il y a notre Volt qui n'est pas là, mais on veut en avoir. Je ne sais pas ce qui se passe à Bécancour. Pourquoi qu'on veut absolument emmener des gens, des usines vers là-bas, mais bien évidemment que ça n'a pas marché trop, parce que ça a commencé, j'ai trouvé une nouvelle en 1965. Donc, ça veut dire que probablement qu'on en parle depuis encore plus longtemps que ça, qu'on veut amener des usines à Bécancour. 1965. Y a-t-il encore une usine d'acier majeure à Bécancour? J'en doute. Tu sais, des fois, on essaye de créer. Tu sais, ce que ça me fait penser à ça, d'amener vers un pôle qui n'est pas ni Montréal, ni Québec, ni Sherbrooke, ni des grands centres. Là. C'est comme si vous êtes dans un party, à un moment donné, vous dites ah, on s'en va-tu dans un autre party, ça va être le fun, puis vous arrivez dans l'autre party, puis c'est plate à mourir. Tu sais, quand tu commences la journée dans un party, tu sais bien de la finir là, parce que c'est déplacé, ça ne marche jamais. Mais j'ai comme l'impression qu'on force à amener des usines à Bécancour. Les députés dans ce coin-là doivent être bons. Hein? Ils doivent avoir un bon pouvoir parce que ça ne marche pas. L'autre chose, les travailleurs mexicains. Un peu. Oui, on parle des travailleurs mexicains qu'on veut. Attendez un peu, on va revoir un peu, là, parce que j'ai deux nouvelles sur les travailleurs mexicains. La politique agricole des États-Unis enlèverait du travail à de nombreux Canadiens. C'est ça que, parce que les États-Unis embauchent des Mexicains et ça enlève des jobs aux Canadiens. Fait que le Canada voulait mettre de la pression. Parce qu'avant, le Canada, il ne faut pas oublier, était le grenier un peu comme l'Ukraine. Hein? On produisait du blé, on produisait beaucoup de choses et on en vendait aux États-Unis. Et là, les États-Unis ont commencé à embaucher pour être concurrentiels des travailleurs mexicains et ça ne fait pas l'affaire au Canada. C'est en 1965. Aujourd'hui, c'est différent. Vous allez voir, j'ai d'autres nouvelles sur le Mexique à vous jaser tantôt. Hein? Tantôt. Bien, on s'en va aux finances. On vient de passer Pâques et j'ai été transparent avec vous tout le long là, du processus de Pâques, disant malgré que le cacao a doublé, a monté jusqu'à 10 000, on n'a pas eu d'augmentation de prix de la part de nos fournisseurs. Nos fournisseurs de chocolat, où est-ce qu'on achète nos pastilles, ce sont les mêmes que tout le monde au Québec. Hein? On achète à 40 du marché mondial du chocolat et par Barry Galebo, qui est une entreprise suisse. C'est le chocolat qu'on achète. Nous, on travaille avec du 62, du 54, le chocolat rose, le chocolat blanc. Bientôt, on va travailler, on va faire des créations avec le chocolat doré dans les prochaines semaines aussi. Et en écoutant les nouvelles, plusieurs ont monté leur prix en disant « Ouais, on a de la pression, on essaie de ne pas trop monter. » C'est de la bullshit. Dites-vous que si quelqu'un vous a monté les prix en ce moment, il vous a menti parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Si j'en ai pas eu, ils n'en ont pas eu non plus. Ce sont les mêmes fournisseurs. Si un fournisseur qui a monté ses prix puis que votre chocolatier vous a dit qu'il est obligé de monter ses prix de ses créations, c'est complètement faux. Il s'en est mis plein les poches sur votre dos. Est-ce que le prix du cacao va finir par se refléter? Bien, je vais être assez transparent pour vous le dire à ce moment-là, mais ce n'est pas arrivé encore.
Donc, quand j'ai vu aux nouvelles de dire c'est difficile, puis on essaie de ne pas monter nos prix, c'est de la bullshit parce qu'il n'y a pas ça encore. Hein? Ça vous tente-tu de vous acheter une maison? Un petit peu de musique. C'est comme ça, c'est pas ma place, hein? Fait qu'on va vivre avec. Ça vous tente-tu de vous acheter une maison? 500 000 une maison maintenant d'entrée de gamme. On parle d'un loyer au Québec qui coûte à peu près 2 200 pour un 4,5 en moyenne. Bien, pour une maison, maintenant, c'est rendu 500 000 hey, ça commence à faire de l'argent là, pour une famille qui veut débuter. Là. Ma première hypothèque, moi, c'était une maison de... J'avais payé 190 000, j'avais mis 110 000 dessus, donc j'avais une hypothèque de 80 000. Et comme premier acheteur d'une famille, c'était quand même, je trouvais ça beaucoup mis dans le temps. Là, vous allez vous demander, mais comment tu as fait pour avoir 110 000 de côté? Bien, c'est simple, hein? Exactement ce que je vous dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je mettais de l'argent chaque mois pendant des années puis des années. Et quand j'ai voulu acheter une maison, j'ai brisé ces placements-là, puis j'ai acheté une maison avec. Mais là, c'est rendu 500 000. 500 000, là, ça doit être une hypothèque à peu près de 2 500, 3 000 par mois probablement. À peu près 3 000 par mois. Ça commence à faire beaucoup parce qu'une maison, c'est pas fini, là. T'es pas loyer. Tu as des réparations à faire, tu as de la rénovation à faire, tu as le gazon, tu as le driveway, il faut que tu trouves quelqu'un qui venait déneiger si c'est pas toi qui le fais. Il y a beaucoup, beaucoup. L'assurance, ça commence à être beaucoup, beaucoup. Bien, on le voit, on a beaucoup d'immigrants de plus en plus. Donc, ça prend un salaire assez élevé là, pour acheter une maison à 500 000, mais c'est le prix moyen maintenant au Québec d'une maison, quand même. Hein? Là, vous allez me dire, ben oui, moi, je suis capable d'en trouver plus à moins cher. Bien, ça se peut, mais ça se peut qu'elle a besoin de beaucoup de rénovation, ou peut-être qu'elle était vraiment en campagne, mais quand je regarde, il y a une maison dans mon coin en campagne qui, la madame voulait me l'offrir à 325 avant qu'elle décède. J'ai dit, bien, c'est trop cher. Elle s'est vendue 350. J'ai été surpris. Et un an après, la personne qui l'avait acheté s'est blessée, est obligée de la revendre à 520 000. Donc, c'est le coût. Même dans mon fond de rang, c'est ça que ça vaut une maison maintenant. C'est quand même impressionnant. Là. En agriculture, les deux types d'agriculture où les gens sont les plus riches, ça a été démontré au point de vue capital, au point de vue capitalisation de leur ferme. Premier, les volailles. Deuxième, le lait. Savez-vous comment une ferme de volailles vaut en moyenne au Québec? 14 millions. C'est énorme, hein? 14 millions de capitalisation. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait de la volaille, là, j'espère qu'il y en a qui en font, puis qui vont me dire que j'ai raison. Ils vont sûrement me dire non, non, c'est pas tout à fait ça. Mais ils valent 14 millions, c'est énorme. Hein? Il y a seulement 200 fermes d'œufs au Québec. Seulement 200. Il y en a eu 100 en 1983. Il n'y en avait que 100 fermes. Ils l'ont monté parce que c'est contingenté. C'est contingenté, donc c'est sûr qu'ils n'en veulent pas de plus. Mais quand même, on mange de plus en plus d'œufs. Pourquoi? Parce que le bœuf coûte 25 plus cher qu'avant. Ce qui est arrivé avec le bœuf, c'est très, très, très simple. C'est que les gens ont leur coût augmenté. Donc, tout simplement, ils ont vendu du cheptel. C'est comme s'ils vendaient des planches après une maison, tout simplement. Donc, à un moment donné, leur maison a perdu de la valeur. Bien, leur troupeau a perdu de la valeur parce qu'ils en ont vendu pour être capable de payer à chaque mois leurs dépenses. Exactement. Donc, le bœuf, c'est coûte cher. Bon, on va manger quoi? Des œufs. Hein, tout simplement. On va manger plus d'œufs, c'est des protéines, une protéine abordable. Et il semblerait que la crise du cholestérol, que les œufs ne donnent pas tant que ça le cholestérol, ça, c'est l'industrie qui le dit. Je n'ai pas vérifié, mais je suis tombé là-dessus. Donc, il y en a 100 de plus, et puis il va en avoir de plus en plus. Mais ces gens-là font quand même beaucoup d'argent. Mais c'est sûr qu'il y a des investissements à faire. Là. Donc, ça vaut en moyenne 14 millions. C'est pas moi qui ai sorti les chiffres, ça venait de la terre de chez nous. Donc, est-ce que c'est les volailles et les œufs? Mais il reste que c'est une industrie contingentée qui est quand même intéressante. Est-ce qu'on va en avoir de plus en plus? Maintenant qu'elle est contingentée, je ne sais pas si on est capable d'exporter nos œufs ici. Je n'ai pas fait toutes les recherches par rapport à ça. Mais le lait, on n'en exporte pas beaucoup parce qu'on met des règles très, très sévères hein, par rapport à ça. Tesla. Tesla avait commencé à faire... Il n'avait jamais fait de pub avant le Cybertruck. Mais là, il est obligé aussi de faire de la pub pour ses autres autos. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Le bouche à oreille a toujours fonctionné, puis Elon Musk était plus grand que nature, mais il était tout seul à avoir une auto qui a de l'allure. Là, il y a l'invasion chinoise qu'on contrôle ici. Je suis en train de préparer pour le show de demain un sujet là-dessus, donc je vais vous en parler demain un peu plus. Mais là, Tesla est obligé de faire de la pub, donc vous allez les voir, de la pub de Tesla sur YouTube, sur Facebook, sur un peu partout, parce que le bouche à oreille ne fonctionne plus maintenant. Il doit se démarquer. Et vous voyez qu'Elon Musk est obligé de s'adapter à peu près partout. Il a sorti
l'intelligence artificielle sur X semblerait supposer être gratuit. J'ai pas Grok, je n'ai pas été capable de le tester encore. Je ne l'ai pas eu encore gratuit avec mon abonnement. On l'a vu s'adapter en offrant dernièrement l'autopilote gratuitement. Là, il est obligé de faire de la pub. Il est obligé de sortir du lot parce que Tesla vit une crise existentielle, comme Apple vit aussi une crise existentielle en ce moment, puis ils doivent s'adapter. Le bouche-oreille ne fait plus la job en ce moment. Hein? On s'en va aux insolites. Jennifer Sandra Bullock. Imaginez-vous, hein? Jennifer Aniston, qui est une belle femme, Sandra Bullock, qui est une belle femme. Jennifer, elle a 55, Sandra, elle a 59. Vous connaissez ma préf, même Marilyn est d'accord. Gwyneth, c'est la plus belle des trois, une autre femme d'au-dessus de 50 ans. Mais là, imaginez-vous, hein, comment c'est ridicule. Jennifer et Sandra Bullock ont été vues sortir d'une clinique à Hollywood, ensemble, se faire un facial rajeunissant. Ça coûte en moyenne 50 000 $. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de se mettre un chapeau et avoir l'air inaperçu. Mais je me demande comment ça fonctionne dans ce monde de vedettes-là. Là, ça s'appelle-tu, puis ça dit, écoute, Sandra, tu viendras avec moi, on va aller se faire un petit facial. Oui. 50 000 $, pas de problème. Puis ils sont ensemble. C'est sûr que les paparazzis vont courir après, là. Mais bon, hein, s'ils ont les moyens, je pense qu'ils ont les moyens, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais ici, ils essaient de se cacher, puis ils vont ensemble. C'est pas... Jennifer Aniston, Sandra Bullock, ça passe pas inaperçu, là, quand même. Là. Fait que voilà, hein, dans la catégorie patinage. En Andalousie, en Espagne, il fait chaud là-bas. Hein? Puis, les restaurateurs ont réussi à convaincre les ministres de passer une loi. Si tu veux avoir de l'ombre, ils peuvent te charger plus. Hein? Ils peuvent te charger plus pour avoir... Mettons que tu t'en vas au restaurant, tu t'en vas sur une terrasse, bien, si tu vas avoir un umbrella, bien, tu vas payer plus, tout simplement. L'autre chose aussi, ils ne peuvent pas vous charger de l'eau si il y a de l'eau du robinet est bonne. Donc, ils ne peuvent pas vous charger de l'eau là-bas en bouteille parce qu'ils doivent prendre l'eau du robinet. Donc, tu vas payer pour un umbrella, mais tu ne paieras pas pour de l'agua. Hein? Fait que, voilà. En Andalousie, c'est rendu légal. Ils n'ont pas une loi. Quand même, hein? Quand même. Je rappelle que là, il fait beau un peu. Hein? À Montréal, on ne peut pas avoir des terrasses avant une telle date. Sinon, Valérie Plante en donne des amendes aux restaurateurs. Donc, on va sûrement voir ça bientôt parce qu'on a un printemps hâtif. Donc, à suivre. Hein? Nous, on va donner des amendes. Ben, eux autres, ils nous chargent. Avez-vous fait de l'agneau hier pour Pâques? C'est traditionnel. Et moi, j'ai été élevé quand même sur une ferme de moutons. Et le temps de Pâques, à la Pâques grecque et italienne, je ne sais pas si c'est de la même date, là. Je ne pense pas que c'est la même date, mais ça, c'était la folie. Ils venaient chez nous acheter 7-8 agneaux, puis bien entendu pour les faire cuire. Mais l'agneau, savez-vous, puis je ne le savais pas moi non plus, il finit toujours par être trop sec. Hein? Mais ce qu'il faut faire, c'est de le sortir 1 heure avant. Il va continuer à cuire pendant à peu près 25 minutes après. Et les dernières minutes, la dernière demi-heure, la viande va devenir de plus en plus tendre. Au pire, tu réchaufferas une petite affaire. Mais c'est ça, donc il faut sortir l'agneau au moins 1 heure avant la fin de cuisson pour qu'il soit super juteux et tendre. Sinon, il va devenir trop sec. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau lundi de poisson d'avril. Faites-moi pas des poissons d'avril, j'aime pas les surprises. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye!